Hello, je suis Cédric et je suis avec Mizoé qui est chaman et qui a un site internet qui propose de l'aide à des personnes à travers le chamanisme. Est-ce que Mizoé, tu veux m'en dire plus ? Oui, je suis devenue chamane après un long parcours initiatique très complexe. J'en ai fait une thèse de doctorat en sciences de l'éducation dont le titre c'est Possession, folie et chamanisme, les savoirs expérientiels de l'escargot cyborg combattant. C'est un long titre. Attends, alors tu peux me redire le titre ? Possession, folie et chamanisme, les savoirs expérientiels de l'escargot cyborg combattant. Waouh ! Ok, parce que toi tu lis le chamanisme à la folie. Oui, ce n'est pas que moi d'ailleurs. C'est parce que dans la perspective anthropologique et ethnologique, ils ont toujours questionné la folie du chaman. Au départ, ils se questionnaient sur est-ce que le chaman c'est un fou, un névrosé, un psychotique. Après, il y a l'interculturalité par Toby Nathan qui disait mais il faut questionner la folie dans la culture. Et on ne peut pas dissocier. Donc, pour lui, la folie, c'est quelque chose d'initiatique. C'est une traversée de la maladie et le thérapeute, le futur chaman, le thérapeute, doit passer par là. Ok. Et quelle est la suite du titre avec l'escargot cyborg ? Les savoirs expérientiels, ça veut dire l'expérience, ça veut dire que je me base beaucoup moins sur les théories. Je fais un pont entre mes savoirs d'expérience et toutes les théories disciplinaires, que ce soit la philosophie, l'anthropologie, les sciences de la religion. Mais ça se base en premier lieu sur mes savoirs expérientiels. Et pourquoi cyborg et pourquoi escargot ? C'est parce qu'au Moyen-Âge, il y avait cette représentation, cette figure de l'escargot combattant. Donc c'est un peu une métaphore pour renverser les valeurs établies. Il combattait des chevaliers en armure, masculins. Donc ça, c'est vraiment le petit escargot qui a l'air mine de rien, mais il a une maison spirale, c'est très symbolique du travail intérieur et il combat contre des valeurs dominantes. J'ai déjà vu des escargots justement avec des lances sur des images. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et donc, tu te considères plus comme autodidacte ? J'ai pas eu dit de formateur. Justement, il y a un long moment où ma maladie, j'ai cherché des réponses. J'ai eu des réponses psychiatriques, mais j'ai aussi eu des réponses de chamans qui ne voulaient absolument pas m'aider. Parce que pour eux, c'était trop lourd, c'était trop fort et ils me voyaient entrer en transe de manière spontanée et moi, j'arrivais pas à contrôler. Et ils disaient, mais il faut que tu contrôles ça, quoi. Oui, mais vous êtes des chamans, vous êtes censés m'aider, non ? Mais ils étaient très embêtés, ils disaient non, mais moi je peux pas. Comment tu as découvert le chamanisme ? C'est justement à la suite d'une monstre crise où je me sentais coupée en deux, puisque le chaman c'est quelqu'un qui communique à travers deux mondes. Et puis j'ai une copine qui m'a dit mais on va aller voir une chamane, elle s'appelle Olga, elle est en Valais, et puis j'ai été la voir. Et il s'est passé des trucs, pas piquer des hannetons pendant la consultation, où j'ai commencé à trembler, à m'agiter, à hurler, à pleurer. Je sentais des trucs qu'elle sortait de mon corps. Moi, j'étais complètement sidérée par ce qui se passait. Puis elle a dit, mais toi, t'as des dons depuis petite, mais personne t'a accompagnée. Maintenant, t'inquiète pas, ça va aller. Et du coup, ça allait beaucoup mieux, mais elle est décédée, 6 mois après notre rencontre. Et à partir de sa mort, moi, j'ai testé les tambours, je me suis dit, si je suis chamane, c'est que je suis censée percevoir des trucs. Et effectivement, après avoir acheté ce tambour-là, j'ai réalisé que rien que le son du tambour, ça me faisait partir en transe à la minute. Quand tu entres dans ces phases chamaniques, tu entres dans un monde qui est différent. Est-ce qu'on peut appeler ça le monde des morts ou, Oui. Oui. Oui.
parce que c'est une histoire de mort-résurrection. C'est ce que Mircea Eliade il montre. C'est une histoire d'ascension. On retrouve aussi cette mythologie dans le christianisme, hein, l'ascension. Hop, tu vas dans un endroit très haut dans le ciel, tu sors de ton corps et le temps il est plus là. Il n'y a plus ni passé ni futur, il n'y a rien, c'est un truc éternel. Et oui, c'est le monde des morts. C'est vrai que tu parles du christianisme, et le christianisme, c'est plutôt, il y a le monde des vivants qui est coupé, et le monde des morts, et l'un ne concerne pas l'autre. Non. Donc lui, quand le Christ il vient, il a une parole spirituelle qui relie les deux mondes. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « Avant Abraham, je suis » ? Abraham, c'est un personnage qui était mort bien avant le Christ. Donc lui, il est en train de dire « Mais dans ma dimension spirituelle, elle est là. » Même dans mon corps terrestre. Je suis avant Abraham, je suis moi avant Jésus, moi je pourrais dire avant le Christ, je suis. Et quand tu meurs, est-ce que c'est un peu comme dans le film Ghost où il y en a certains qui vont au paradis ou en enfer, puis il y en a d'autres qui restent sur Terre, ou est-ce que tout le monde reste sur Terre ? C'est difficile à dire parce que c'est justement une expérience, puis je vois que les médiums que j'ai contactés, ou qui m'ont contacté, ils n'ont pas la même expérience. Oui. Ça dépend de tout. Moi, j'ai pas l'expérience médiumnique de pouvoir avoir des informations pour prouver à la personne que j'ai des capacités surnaturelles. Ça, j'ai pas. Il y a des médiums, on m'a expliqué, et puis c'est vrai, qu'on trouve sur Instagram et tout ça, qui ont une faculté de deviner ou de... Oui, alors voilà, votre grand-père, c'était ceci, il avait tel âge, il avait un vélo que vous avez posé dans votre grenier, voilà. Puis tout le monde sent waouh, parce qu'il y a des informations très précises. Moi, j'ai pas cette capacité. Par contre, tout d'un coup, je peux entrer en tremblement, ou quand on parle d'un mort, je sens quelque chose arriver dans mon corps et l'âme défunte va incorporer mon corps, puis je vais trembler, et puis je vais avoir une voix différente. Et puis en général, le défunt, il donne un message, mais il y a un message d'amour. Il n'est pas là pour dire « dis donc, j'ai un truc à te dire, j'ai caché de l'argent. » Ce serait pratique, ça. Ah non, c'est pas ça. Hein. Cool. Communiquer avec les morts, c'est un peu flippant, non ? Oui, c'était flippant. Ouais. Parce que moi, je savais pas ce qui m'arrivait. C'était flippant. Mais comment t'as réagi ? Comment ça s'est passé la première fois que t'as contacté un mort ? Plutôt que t'es entré en connexion avec un mort. Il y a eu plusieurs fois. Il y a eu la fois où j'étais en train d'être dans une consultation kinésiologie avec une dame. Et tout d'un coup, elle parlait des morts à Crans-Montana. Le drame de Crans-Montana. Oui, bien sûr, le drame. Et puis là, j'ai senti plein de trucs qui venaient dans mon corps, des âmes, puis ils étaient tous à vouloir, les uns après les autres, dire « Quelle horreur, on a été paniqués !» et tout. Oui. Et là, en fait, j'ai fait des gestes spontanément, comme pour les aider à passer la frontière. Alors le chaman, la définition d'un chaman, c'est qu'il est aussi psychopompe. Ça veut dire qu'il aide le passage d'un état à un autre, de la vie à la mort. Je me suis vue faire ces gestes et j'ai aussi senti que ces âmes, elles étaient reconnaissantes et libérées. Ensuite, il y a eu d'autres phénomènes où j'étais chez une copine et puis tout d'un coup, on était en train de prendre un café et je me suis mise à trembler et j'ai eu une voix basse. Et c'était la voix du grand-père de cette amie. Il voulait juste lui dire qu'il était fier d'elle, de comment elle était devenue. Elle a été très touchée. Et il est parti. Puis après, elle m'a dit, par WhatsApp, elle m'a dit « Mais je t'ai pas dit, mais c'était le jour de l'anniversaire de la mort de mon grand-père. » Comment ça se passe quand tu entres en contact avec un défunt ? Est-ce que au niveau sensoriel, il y a des choses que tu peux distinguer ? Est-ce que tu arriverais à mettre des mots dessus ? Je canalise, c'est la même chose que la transe en fait. Je sors de mon corps, je sais pas comment expliquer. Oui. C'est comme un espace vide qui permet à quelque chose d'autre d'entrer. Mais quand je fais une pratique de soins chamaniques, il y a un esprit allié qui vient
chamane que j'ai appelée Olga et qui fait le soin. Elle fait les gestes, elle fait le soin. Dans le cas des défunts qui viennent et qui communiquent, il n'y a pas Olga qui vient, c'est eux qui viennent, qui disent un message, souvent d'amour et tout ça. Mais moi, je ne peux pas communiquer à volonté avec eux. Je peux pas, j'arrive pas, quoi. Ça se fait pas sur demande, quoi. Non, voilà. c'est eux qui décident s'ils veulent venir. Puis des fois, je dis que j'ai pas envie. Hein. Oui. Des fois, ils viennent et puis ils veulent que je donne un message à mon voisin d'à côté alors que je viens d'emménager. Non. C'est un peu un mélange entre le voyage astral et la possession. En fait, quand ton âme quitte ton corps et quelqu'un occupe ton corps. Oui, c'est les deux, parce que les anthropologues, ils débattaient, ils voulaient distinguer possession ou chamanisme. Chamanisme, c'était quelqu'un qui maîtrise les choses, et puis possession, c'était le possédé qui se fait incorporer et puis qui maîtrise rien du tout. Sauf que dans mon expérience, il n'y a pas de dualité, les deux phénomènes sont un. Il y a une sorte de collaboration, en fait, entre toi et les défunts. Oui, et puis le Olga, la chamane aussi. Mais tu peux nous en dire plus sur Olga. Okay. Dans l'émission Vacarme, qui est la radio, là. Oui, parce que tu as fait une émission dernièrement. Oui, et Olga, elle est venue pour répondre aux questions. Ils ont pu filmer Olga? Pas filmer, ils ont enregistré Olga. Audio, enregistré. Audio, ouais. Et comment ça... Toi, tu ne te souviens pas du tout de cette intervention d'Olga, puisque... Bien sûr que si, je me souviens. Ah oui? D'ailleurs, si on en parle trop, elle va venir. Ah, ok. Alors, on va peut-être pas l'appeler... Je me sens déjà dans un truc... Ah oui? Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'on passe au chapitre suivant? Oui, parce que j'ai pas tellement envie qu'elle vienne, qu'elle réponde ça. Pas pour ce podcast. J'ai plutôt envie de rester là. Oui, on va interviewer Misoé parce que après on a peu de place chez moi, donc on va laisser Olga à l'extérieur. Alors Misoé, toi tu proposes des séances de chamanisme envers des personnes, alors c'est plus particulier, c'est des séances de soins. Est-ce que tu veux m'en dire plus? Justement, c'est intéressant parce que les deux mondes qui viennent sont, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais souvent sont en résonance avec ce que j'ai dû traverser. Alors, récemment, il y a une dame qui m'a contactée via Instagram pour me demander si je pouvais intervenir dans des cas de schémas familiaux destructeurs. Puis elle avait beau prier, il n'y a rien qui changeait. Mais je lui ai dit, mais c'est normal, les prières, ça va, c'est quelque chose qui aide, qui accompagne le côté spirituel, mais si on fait que de la prière, ou allumer une bougie, il va rien se passer. C'est un acte magique. Le chamanisme, pour autant, mais c'est un acte magique qui a une certaine rationalité. Ça veut dire que dans mes soins chamaniques, je suis exactement comme le psychothérapeute. C'est-à-dire que je vais écouter, dans un premier temps, ce qui arrive à la personne, puis qu'elle se sente en confiance le maximum possible pour me déposer, en fait, le fardeau qui est à l'intérieur de son cœur. Une fois que j'ai les clés de compréhension de par mon prisme terrestre, donc j'ai déjà un bout de compréhension, à ce moment-là, je propose à la personne de me faire un moment ritualisé où on entre les deux, je dis bien les deux, dans un espace de conscience modifié. Si c'est que moi qui entre dans la transe, ça va avoir très peu d'efficacité. Il faut qu'il y ait une collaboration des deux. C'est exactement comme la même chose que la psychothérapie. Le psychologue, il n'a pas le pouvoir magique de changer l'autre. C'est aussi à l'autre d'avoir les ressources de changer. C'est la même chose dans le chamanisme. Sauf que comme on est en état de conscience modifié, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on laisse passer des énergies, des messages qui viennent pas vraiment de soi, mais qui viennent de quelque chose de beaucoup plus puissant. Et puis on lâche prise. Du coup, les blocages, les nœuds émotionnels, les traumas,
vont être beaucoup plus faciles à libérer. Je veux appuyer sur le fait que c'est pas des techniques magiques irrationnelles. Parce que si on me demande d'enlever l'énergie noire des vaccins Covid, moi je peux pas. C'est quelque chose que tu as déjà demandé? Oui, j'étais bien embêtée parce que ça fait partie de la croyance de la personne qui me demande ça. Mais comme moi-même j'y crois pas, je peux pas vraiment soigner la personne. Est-ce que c'est facile pour une personne d'entrer en transe chamanique? Ça dépend justement de son ouverture. Il y a des personnes, c'est facile, mais alors très facile. Il y a des personnes qui me contactent parce que je fais des sessions à distance. Oui. Puis elle vient du Pérou, des Antilles, d'autres pays où il y a déjà une ouverture déjà culturelle à ce genre d'approche. Donc en fait, elles sont dans une attitude de réceptivité et de foi sacrée. On voit déjà qu'il y a une sorte de dévotion, enfin il y a une sorte de... On me reconnaît comme une chamane. Tandis qu'en Occident, c'est un peu plus difficile parce que les gens veulent des preuves. Bah ouais. Et puis, il n'y a pas plus terre à terre qu'un Suisse, j'imagine, au niveau culturel. Il y a beaucoup de... Je suis assez étonnée en bien parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmement ouvertes, extrêmement connectées émotionnellement, puis qui sont pas dans le jugement et qui osent entrer dans l'expérience. Dans le monde des morts, il y a, comme dans le monde des vivants, des gens qui sont gentils, des gens qui sont méchants. Est-ce qu'il peut y avoir des esprits mauvais ou des esprits gentils? Oui, c'est une bonne question parce qu'une des demandes qui vient, c'est la magie noire. Il y a des gens qui pensent avoir été attaqués par un sorcier, un chaman noir, qui leur ont jeté des sorts. Ils ont l'impression d'être attaqués. Alors, moi, de mon propre corps terrestre, j'en sais rien. Mais simplement, quand j'entre en transe, Olga, qui vient, elle peut détecter ce genre de choses et elle fait un soin chamanique pour contrer les mauvais sorts. Ah. Voilà. Alors, du point de vue d'Olga, ça existe. De mon point de vue, j'en sais absolument rien. Et à ce moment-là, Olga peut intervenir dans cette... c'est ça, voilà. Dans cette malédiction. Oui. Quand tu entres en transe et avec une personne, et que la personne est occupée par un esprit mauvais, est-ce que ça a une conséquence? Est-ce que Olga le ressent? Oui, parce que c'est l'esprit mauvais, on peut l'interpréter comme ça d'un point de vue chamanique. Mais ça peut aussi être dans un point de vue occidental, un trauma que tu traînes depuis des années, toute ta vie. C'est comme une entité. C'est un truc lié à toi. Donc l'interprétation de dire il y a un esprit mauvais, elle est juste aussi. Mais quand le soin chamanique arrive, puis que ce soit évacuation de l'esprit mauvais ou évacuation du trauma, il y a quelque chose que le corps, il se sent libéré. Il respire mieux, c'est comme une purification en fait. Ouais, ça me fait beaucoup penser au film American Hunting qui montre que la possession est souvent le résultat d'un traumatisme. Ouais, oui, parce que ça peut être une femme qui voyait un esprit mauvais. Elle avait l'impression d'avoir un esprit mauvais dans sa chambre ou même juste après avoir prié. Et cet esprit mauvais, il dégageait quelque chose de noir, de lourd, et puis elle faisait vachement de trucs pour pouvoir s'en libérer, parce qu'elle a été obsédée par ce truc-là, qui était toujours là. Puis en fait, elle avait un vécu d'emprise et puis de maltraitance. En travaillant déjà ça, toute cette histoire d'emprise, dans ces schémas d'enfants où elle était dans un contexte où c'était ça. C'était quelque chose de mauvais, c'était obsessionnel, c'était toujours là, c'était oppressif. Et en travaillant ça, tu permets de libérer de tous ces sentiments qui se manifestent de cette façon-là. Et après, pouvoir, toi, contrecarrer ces esprits ou ces phénomènes-là en reprenant le pouvoir sur toi, puis dire non, je ne suis plus d'accord de vivre ça, loin, quoi, loin.
Il y a plusieurs façons d'entrer dans une transe chamanique. Alors, moi j'ai entendu des témoignages de gens qui prenaient de la drogue, enfin de la ayahuasca, je crois. L'ayahuasca, ouais. Merci. Toi, c'est le tambour. Oui, alors c'est assez marrant parce que Mircea Eliade, il se demandait dans son livre si les chamans, ils étaient pas un peu dégénérés au fil du temps. Parce qu'ils étaient incapables d'entrer en transe sans substance. C'est un questionnement. Hein, tout à fait légitime. Bah oui. Pourquoi est-ce que certains ont besoin de substances pour entrer en transe et pourquoi moi j'en ai pas besoin? Alors, une de mes hypothèses, c'est que j'ai été tellement loin dans la folie que j'ai pas besoin de prendre de la drogue. C'est d'un coup, imaginons que tout d'un coup, maintenant je passe un son de tambour. Est-ce que ça pourrait te provoquer quelque chose, juste le fait d'entendre des tambours? Oui, oui. Alors, bon, il faut qu'il y ait une intention derrière sacrée. S'il y a eu le bruit du tambour est associé à une forme de transe, oui, je vais ressentir ça, bien sûr. Mais si c'est un enfant qui joue du tambour juste pour jouer, non. Ah voilà, ok, il faut qu'il y ait une attention derrière. Oui. Ok. Je me posais la question s'il n'y avait pas un côté pavlovien, tu vois ce que je veux dire par là, que t'entends le tambour et tout à coup ça t'entend. Non, c'est pas le cas. Ok. Non, c'est pas un truc de conditionnement, non. Tu parles beaucoup de trauma. Oui. Tu as eu affaire à des gens qui ont vécu des traumas. Quel genre de trauma? Est-ce que c'est le plus souvent, le plus courant? Souvent, c'est l'emprise. Le plus souvent, c'est des schémas familiaux où les gens, ils se sentent pas libres. C'est une mère envahissante, une mère toxique qui rabaisse. C'est un père maltraitant qui a tapé, qui a battu. C'est des incestes aussi, des viols intrafamiliaux où des familles se déchirent, des choses comme ça. Et quand ce genre de personnes viennent vers toi, une seule séance peut suffire? Ou est-ce que c'est plutôt, comme tu l'as dit, une thérapie, ou c'est quelque chose qui se fait à la longue Normalement, une séance fait vachement de choses. C'est très fort, une séance. C'est pour ça que moi, j'en fais que 2 par semaine. Okay. Parce que ça me demande énormément d'énergie. Et la personne qui vient, je pense, elle sent aussi cette intensité. Et puis, il y a quelqu'un qui m'avait écrit en disant « Mais j'ai l'impression que tout est renouveau ». Enfin, c'était quelqu'un qui était pris dans des schémas toxiques familiaux autour du thème de l'inceste. Elle était le bouc émissaire. Le soin a permis déjà que la personne comprenne ce qui se passe, comprenne que c'est pas elle la coupable, qu'il y avait un besoin de se libérer de tout ça. Et puis à ce moment-là, elle a senti vraiment comme un renouveau. Elle était aussi en addiction. Mais le fait de se connecter au sacré, ça lui a beaucoup amené parce que l'addiction, en fait, c'est la fuite dans l'alcool, mais pour artificiellement provoquer des états qu'en fait la transe est bien plus saine. Il n'y a pas d'effet secondaire, on va dire. Non, c'est pas destructeur. C'est justement revenir dans une dimension de bien-être spirituel avec un état modifié de conscience, mais sain, pas destructeur. C'est vrai que, comme tu parles du chamanisme, c'est beaucoup au niveau du ressenti. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas forcément mettre des mots dessus, expliquer. Est-ce que ça te donne un sorte de décalage entre les gens qui sont très, on va dire, cartésiens, terre à terre, et toi-même, qui voit le monde d'une autre façon? Oui, le chaman, c'est quand même quelqu'un qui est un peu rejeté de la société. C'est un peu quelqu'un qui s'inscrit dans un hors-norme. J'arrive pas à être dans des groupes sociaux terre à terre. J'arrive tout simplement pas. Et je pense que je fais aussi peur si je commence à dire que je suis chamane, je fais ci, je fais ça. Donc il y a un côté discret. Ah oui. Bah ouais. Ça me fait beaucoup penser un peu à Cassandre. Oui. Tu vois qui est Cassandre? Ah bah oui. Eh ben oui. Donc en quelque sorte, tu as un savoir, tu as un regard sur le monde, mais tu ne peux pas convaincre les autres parce qu'ils n'ont simplement pas ton langage. Non. Et puis c'est ça que j'ai vécu dans mon délire, entre guillemets, mystique. C'était quoi? C'était que je possédais un savoir mystique, mais que j'étais condamnée à ce que les gens me croient pas. Bah voilà. C'était comme Cassandre. Ça. Exactement, c'est le syndrome de Cassandre. Comment a réagi ton entourage par rapport à ça? Est-ce que tu veux en parler ou Par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu sois devenu chamane.
Pour devenir chamane, j'ai déjà dû couper les ponts avec toute ma famille. Oui. Parce que pourquoi ? Parce que j'étais assignée au rôle de patiente psychiatrisée. Donc, quand je leur disais qu'il y avait quand même un phénomène systémique au fait que j'étais patiente psychiatrisée, ça passait pas. C'était moi qui devais aller voir les psys, c'était pas les membres de ma famille. Donc, c'est moi qui ai dû, en voulant me sauver ma peau puis savoir qui je suis, j'ai dû couper les relations avec les membres de ma famille pour me retrouver. C'est toujours douloureux parce que c'est assez récent, mais j'ai l'impression que j'ai pu enfin dire je suis chamane à partir du moment où j'étais plus engluée dans un système qui me disait non, tu es la malade. Comme tu l'as dit, le côté systémique que ta famille te voit aussi toujours comme la personne qui a une maladie et toi qui t'émancipe de ça en quelque sorte. C'est ça. C'est une histoire d'émancipation, tout simplement. C'est pour ça que je dis que je suis chamane féministe, parce que dans ma famille, c'est un schéma patriarcal. C'est le père tout-puissant, le père qui a 13 ans. Il a décrété que c'était la fille la malade, et tout le monde se conforme à cette vision. Alors, tu peux m'en dire plus, parce que c'est vrai que chamane féministe... Je comprends le lien avec ta famille, mais est-ce que ça change quelque chose à ton savoir, oui. À ta vision? Ouais, tu veux m'en dire plus? Chamane féministe pour plusieurs raisons. Parce que je suis aussi chercheuse. J'ai fait un doctorat. En général, les chercheurs, quand ils font des recherches, ils sont toujours dans la neutralité. Ils se mettent jamais en tant que personne subjective, en ayant vécu ceci, cela. Ils sont toujours en train d'analyser le monde avec une perspective neutre, non émotionnelle. Et le féminisme, la recherche féministe, c'est comme ça que les féministes se sont battus un peu. C'est pour remettre au centre la subjectivité humaine, pour dire que ça, c'est tout aussi important que les savoirs neutres, objectifs, masculins de la science. Ok, alors j'avais jamais entendu ce lien. Oui. Ok, donc féminisme, plus de subjectivité dans le savoir. C'est ça. On confond maintenant, le féminisme, il est englué dans plein de femmes qui veulent prôner un certain féminisme. Et puis moi, je trouve qu'on s'y perd beaucoup parce que finalement, quand tu vas rechercher les féministes théoriciennes, tu vois que c'est un combat plutôt de l'humain, de quelque chose de notre subjectivité à tous. Mais on a appelé ça féminisme, mais c'est pas un mot qui est adéquat. Alors moi je connais peu sur la question, mais pour moi toujours le féminisme, j'ai toujours mis en parallèle avec la politique, le droit des salaires égaux. Non. Rien à voir. Pour moi, rien à voir. Le féminisme, pour moi, c'est pas une histoire de avoir du pouvoir, le même pouvoir que les hommes. Ouais, pas forcément pouvoir, reconnaissance. Reconnaissance ou même... Non, m'en fous. D'ailleurs, je montre dans ma thèse que si les femmes, elles ont été associées à l'icône du foyer de la maison, c'est pas pour rien. C'est pas une histoire de les pauvres, il faut absolument qu'elles bossent à l'extérieur pour revendiquer une place sociale. Mais non, si l'escargot, cyborg combattant, l'escargot il porte sa maison sur le dos. Donc le vrai pouvoir du féminisme, il est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est ça le chamanisme, féminisme, c'est retrouver ce pouvoir sacré qui est intérieur à tous. Tu m'as un peu perdu. C'est pas grave. Mais j'imagine qu'il faut toute une thèse pour expliquer ça. C'est pour ça que c'est normal que je sois un peu perdu. Oui, même les membres du jury à l'Uni, ils étaient perdus, c'est pas grave. Cassandre. Voilà. J'imagine qu'on t'a déjà fait des demandes un peu spéciales. Je voulais rebondir sur ce que tu avais commencé au départ, sur un homme qui t'a demandé de lui enlever son vaccin. Ouais, est-ce que vous êtes capable d'enlever le vaccin Covid ? Waouh. Tu as eu d'autres demandes particulières comme ça ? Est-ce que les esprits veulent travailler avec moi ? Ouais. Bon, ça c'est une question plutôt légitime, je pense. Oui, mais des fois, si la question elle vient simplement par message,
Oui. Moi, c'est pas possible pour moi d'y répondre parce que je suis obligée de voir la personne. Comme tu le disais avant, tu peux pas retrouver l'argent perdu. Non, je suis t'aurais pas les messages. un devin comme ça. Il y a eu aussi quelqu'un qui m'avait dit qu'elle était en souffrance parce qu'il y avait des schémas de trahison dans sa famille, notamment ses filles. Et puis, c'était pas très clair parce que dans son histoire, elle disait ma fille est devenue diabolique. Oh. Voilà. Comme Donc, l'exorciste. Exactement. Mais quand qu'elle m'a raconté son histoire, mais juste par message, j'étais pas à l'aise parce que j'avais l'impression que je devais faire un acte de désexorciser la fille, alors que je comprenais pas ça du tout comme cette dame. Moi, je lui ai dit, mais je crois pas au diable. Je crois s'il y a des réactions ou des agissements qu'une personne interprète comme diabolique, il me semble, il y a des raisons, psychologiques, beaucoup plus psychanalytiques que simplement des raisons de possession d'esprit diabolique. Je suis une chamane un peu pragmatique, quand même. Sans oublier que tu as aussi ton parcours dans la psychiatrie et l'antipsychiatrie. Donc je veux dire par là que tu as quand même un bagage du savoir où tu peux te dire non, ça c'est plus de mon ressort. Oui, justement. Et puis quand je dis un peu mes positions, ma foi, les gens ils font pas appel à moi dans ce cas-là. Ils se disent mince, elle peut pas désexorciser ma fille. Wow, des trucs comme ça. Non, moi je peux juste être là pour une personne qui a le souhait de changer quelque chose dans sa vie. Oui. Ou réparer un traumatisme. Et je peux pas influer sur le papa de la famille ou le conjoint pour qu'il devienne moins bête ou je sais pas quoi. Oui. Ça, je peux pas. Alors, c'est vrai, Misoé, que j'ai parcouru ton site internet qui s'appelle Art et Chamanisme. Alors, on a parlé du chamanisme, mais quel est le lien avec l'art ? Alors, l'art a un bon lien avec le chamanisme. D'ailleurs, on a retrouvé des traces pariétales, dans l'art pariétal, dans les cavernes et tout ça. Alors, attends, pariétal ? Art pariétal, c'est l'art des tout premiers peuples humains. C'est les mains qu'on a retrouvées dans les cavernes, oui. Les bisons. Et souvent, il y a une hypothèse qui est il y a quelque chose de chamanique derrière cet art. On montre un rituel chamanique. L'art, il est une façon, quand on peint, ce qu'on voit, il y a un lien, en tout cas pour moi, c'est comme si je peignais mes savoirs cachés, spirituels, mes visions aussi. Mais par rapport à ces peintures rupestres, parce qu'on on appelle ça comme ça aussi. Oui, aussi, oui. J'avais toujours entendu que c'était pour une théorie dit que c'était pour se souhaiter bon courage et bon augure pour la chasse, où ils montraient les animaux qu'ils allaient chasser, ou que ça pouvait être aussi des trophées. On a réussi à tuer ce bison. Est-ce qu'il y a un lien avec ça ? C'est possible parce que quand les anthropologues ils ont étudié les chamans dans certaines communautés, c'était des chamans qui avaient la capacité d'invoquer les esprits animaux pour avoir une bonne chasse. Donc les animaux déjà ils sont pas que des objets. C'est pas on va les tuer pour les bouffer. Les animaux ont une âme. Exactement, dans le chamanisme, tout a une âme, et puis les animaux, ils ont un esprit ou quelque chose de très fort, et ils sont sacrés. Mais ça peut aussi être avec le monde du rêve, comme les aborigènes en Australie, qui font leur peinture avec des petits points partout, mais ils la font pas comme nous, occidentaux, la toile est en verticale, ils posent la toile par terre. Parce qu'eux, ils surplombent la toile et ils ont comme une vision du ciel, de la terre. Et le lien avec ton site internet, c'est aussi un atelier d'art que tu proposes ? Oui, parce que quand je fais mes soins en chaman, on dit à distance c'est plus compliqué, mais quand je fais en présentiel, je propose après la transe, et là, le soin, il est important de revenir sur terre.
Donc il faut incorporer le soin et il faut s'ancrer. Et finalement, la peinture, c'est une façon de matérialiser ce qui s'est produit dans le soin de façon concrète, avec des couleurs, avec des formes, avec une direction, etc. C'est un peu comme prendre une photographie de cette séance, Oui. ou mettre par écrit, enfin ce serait un petit peu comme un compte-rendu. Ouais, un compte-rendu ou plutôt l'état dans lequel ça te met à l'issue de la séance. Combien coûte une séance ? Alors, c'est 80 francs la séance en présence. Oui. La session à distance, pour le moment, j'ai pas fixé de tarif parce que j'explore en fait cette modalité. Elle est extrêmement compliquée. Elle est beaucoup plus compliquée que présentielle. Dans le sens commun, il faudrait que je mette plus cher. Oui. Mais je le fais pas parce que j'explore cette dimension. Faire du chamanisme à distance, c'est une autre paire de manches que d'être en présentiel. Oui. Du coup, je fais en donation libre. La personne est libre de mettre ce qu'elle veut. Finalement, ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas d'argent de pouvoir venir aussi se faire soigner. C'est vrai que toi, c'est avant tout pour aider les gens que tu proposes ça. En nous invitant nos auditeurs à donner. Oui, les donations libres se font via, c'est marqué sur mon site Chamart, il y a 2 comptes, il y a un compte en euros, parce que je draine beaucoup de gens d'autres pays pour les sessions à distance, puis un compte en francs suisses. Et puis finalement, je donne beaucoup de ma personne via aussi le Instagram, via le blog aussi, où je publie des articles. C'est des articles qui sont pas, c'est pas des chroniques à la légère, c'est vraiment quand même des chroniques qui vont aller assez en profondeur par rapport à des questions académiques, philosophiques, anthropologiques, etc. pour des gens qui ont envie et ont un besoin intellectuel. Donc évidemment que je mets en dernier lieu, si vous pouvez mettre juste une thune pour me soutenir, ça, j'apprécie, parce que je fais ça en freelance, et puis j'ai pas, moi là j'ai tout arrêté, mes autres professions. J'étais chargée de recherche en psychiatrie, mais j'ai dû arrêter pour faire le chamanisme. J'étais père aidante aussi, mais j'ai aussi dû arrêter. Et ben là, c'est mon seul. C'est ton seul revenu. Bah oui. Est-ce que tu voudrais conclure sur quelque chose ? Je voulais juste remercier les parce que je fais pas beaucoup ce genre de remerciements dans les posts Instagram, mais c'est vrai que les followers, les gens qui suivent, les gens qui soutiennent, qui aiment ce que je fais, tout, ça me met beaucoup d'enthousiasme. Donc je voulais les remercier de m'écouter, de me suivre, et parce que c'est eux qui font que je peux être chaman. N'hésitez pas à aller visiter son site internet qui s'appelle www.chamart.ch. CHAM-ART.ch. Ok, super, merci Mizoé. Merci Cédric, à toi.